Bonjour à toutes et à tous, nous sommes réunis sur ce plateau télé du salon Business Industrie pour évoquer maintenant la fabrication numérique. Merci de nous suivre en direct sur le site de l'événement Business Industrie au pluriel dijon.com. Cette séquence, comme toutes les autres, sera également consultable en replay 30 minutes, quelques minutes après sa fin. Nous accueillons Romuald de Chasseur, qui est directeur commercial de la filiale française du groupe Protolab. Votre siège, le siège de votre bureau France est situé au Bourget-du-Lac, en Savoie. Vous employez 25 collaborateurs. C'est un bureau commercial qui couvre une bonne partie de l'Europe, France, Espagne, Belgique, Suisse, ainsi que l'Afrique du Nord. Protolabs, c'est un groupe américain qui emploie 2000 collaborateurs dans le monde et qui dispose d'un parc assez conséquent de machines. Vous allez nous raconter tout ça. 400 machines aux États-Unis, 200 en Europe, principalement en Allemagne et au Royaume-Uni. Ces machines, elles servent à quoi? Quelle est votre activité, Romuald? Bonjour à tous les deux. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Notre activité Protolabs s'articule autour de trois principaux modes de fabrication qui s'appelle fabrication numérique. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus en détail. C'est notre sujet. Ouais. Exactement, ça tombe bien. Et effectivement, on est spécialisé sur l'usinage, l'injection et le dernier né, l'impression 3D. Autour de nos sites de production, comme vous l'avez dit, à Birmingham en Angleterre et en banlieue de Munich en Allemagne. Alors, qu'est-ce que c'est la fabrication numérique, la fabrication digitale? Je vous ai amené la fabrication numérique pour les nuls. Il faut que je le lise alors. Donc, si vraiment vous êtes passionné après notre conversation, ouais. Non, vous allez surtout nous le résumer. Exactement, c'est le but. Hein. Donc, effectivement, on avait fait ça il y a quelques années avec les éditeurs, les bien connus des nuls, pour les nuls. Ah, c'est vous qui l'avez édité? Oui, c'est en partenariat avec les pour les nuls et Protolab, puisqu'effectivement, alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais il y a quelques années, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'on peut faire avec la fabrication numérique. En fait, c'est très simple. Dans fabrication numérique, il y a fabrication. Donc, c'est la puissance industrielle traditionnelle de l'usinage, de l'injection ou de la 3D nous concernant, avec la puissance associée du numérique. Et nous concernant à nouveau chez Protolabs, c'est vraiment la puissance d'un logiciel, d'un software, puisque parmi nos collaborateurs, les 2000 dont vous avez parlé, il y en a plus de 100 qui sont des ingénieurs, développeurs software, qui sont là pour faire que la puissance du software soit au service des clients, pour raccourcir le plus possible le cycle entre la production d'un 3D par un client et la production de la pièce qui arrive quelques jours plus tard sur le bureau du client, dans son bureau d'études, pour faire les tests dont il a besoin. Alors très concrètement, c'est une entreprise a besoin d'une pièce ou d'une série de pièces, on verra tout à l'heure si ça s'adapte aussi à ce type de besoin. Elle a besoin d'une pièce, elle en passe commande via la plateforme que vous évoquiez. Exactement. Et la pièce est fabriquée dans une de vos usines en Europe. Oui, le parcours client est simplifié via, en jargon, ce qu'on appelle la continuité numérique. Donc c'est effectivement l'ingénieur ou le client. Il a besoin de produire lui par CAO, par un fichier 3D. Et sur notre plateforme internet, toute la continuité numérique est assurée par notre site internet où le fichier 3D est chargé. Et en quelques secondes ou en quelques minutes, le logiciel produit un devis et transforme donc le 3D en coût et en heures d'utilisation machine. Et selon la décision du client, il peut cliquer directement et acheter la pièce qui sera ensuite envoyée directement aussi par le logiciel, l'instruction de fabriquer sur nos usines. Alors, ce mode de fonctionnement m'évoque le principe tout simple de l'externalisation. Ça n'a rien de nouveau. On fait appel à des sous-traitants pour fabriquer une pièce qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce qui différencie la fabrication numérique de la sous-traitance industrielle classique? Alors, la fabrication numérique, le principal avantage, c'est sa rapidité. C'est vraiment que en moins de quelques jours, vous avez sur votre bureau une pièce
que vous avez mis plusieurs semaines ou plusieurs mois à concevoir. Et la puissance de la fabrication numérique dans le raccourcissement donc de la fabrication ou de la chaîne de fabrication, c'est effectivement que dans des produits innovants, nous on est vraiment au service de l'innovation. Donc dans Protolabs, il y a Prototype qui était à l'origine de l'entreprise, puisque notre fondateur, donc qui a pris sa retraite depuis, Larry Luckis, était un ingénieur dans une entreprise du Minnesota. Et il en avait vraiment marre qu'en 3 mois, 4 mois, 5 mois, il ait ces pièces qui arrivent. Il ne comprenait vraiment pas pourquoi on ne pouvait pas trouver de solution à ça. Donc lui, vraiment, son dada, ça a été de dire il y a forcément un mode de fonctionnement via le 4.0, puisqu'on était en 99, on n'appelait pas encore le 4.0, on était encore dans le 3.0. Et là, on a dit, il faut y aller. C'est via le software qu'on va accélérer cette production. Si on parle d'industrie 4.0, je donne la parole bien volontiers à Olivier Schimpf de Robotics Valais. Alors, pourquoi s'être lancé dans le 4.0 ? Qu'est-ce que le 4.0 a apporté par rapport à ce que vous faisiez avant ? Et pour les clients, quelle est la différence entre le 3.0 et le 4.0 dans l'approvisionnement de leurs pièces ? Mais c'est ce que j'étais en train de vous dire. En fait, Protolabs n'a jamais été dans le 3.0, dans le 3.0. On faisait du 4.0 avant que ça s'appelle le 4.0, puisque effectivement, le 3.0, c'est l'automatisation, l'informatisation des chaînes de production. Et le 4.0, c'est vraiment l'utilisation de la donnée, de l'intelligence artificielle, les objets connectés. Et en fait, pour faire très simple, Protolabs, nos presses à injection, nos imprimeurs 3D sont connectés. Donc directement depuis tout simplement l'ordinateur du client via notre software, le lien est direct entre le client et la fabrication sur la presse. C'est-à-dire qu'il réalise son fichier 3D, il l'envoie directement à vos machines ? Exactement. Sans intervention humaine. Via notre transfert. Exactement. D'accord. Sans intervention humaine, dans la mesure où notre logiciel interprète la 3D comme étant réalisable selon nos tolérances, selon les matières utilisées par nos usines, par nos modes de fabrication. Alors on peut du coup effectivement tout faire, tout commander, où il y a des limites techniques ou des limites en quantité de production sur ce qu'on peut faire avec la fabrication numérique. Alors, ça serait effectivement idéal de dire qu'on peut tout faire. Non, on ne peut pas tout faire, effectivement. Alors, dans un premier temps, si vous avez la curiosité d'aller télécharger un 3D sur notre plateforme, vous avez des codes couleurs très simples. Si votre 3D est complètement réalisable par nos machines, via l'intelligence artificielle et le software qui auront analysé les données d'entrée, votre devis apparaît vert sur la main, c'est assez simple. Et donc vous ne pouvez en un seul clic et avec une carte de crédit si vous le souhaitez, commander dans la minute. Ensuite, c'est jamais ou c'est rarement ce cas idéal. Ce sont des pièces très simples avec des matières très simples. Mais dans l'innovation, le but c'est toujours de faire plus complexe, mieux ou différent. Et l'idéal, c'est que notre plateforme communique avec des humains, forcément. Et c'est là où on démythifie la fabrication numérique, parce qu'il n'y a pas que des robots, des logiciels. Il y a des humains qui sont derrière pour analyser quand le devis apparaît non commandable en l'état. Et c'est là qu'interviennent nos ingénieurs d'études pour améliorer la conception, une paroi trop fine ou trop épaisse, un matériau qu'on estime pas être le plus optimum pour le projet demandé. Et donc, on rentre en conversation avec le client pour être sûr qu'on puisse répondre à son besoin. Mais au départ, c'est la machine qui a donné l'alerte. C'est la machine qui a donné l'alerte. D'où la présence d'IA, effectivement, à bord de vos machines. Protolabs, c'est donc prototype. Donc, on comprend bien que la commande porte sur une pièce unique ou quelques pièces pour un prototype. On peut quand même faire de la petite série. Jusqu'où on peut aller dans la série ? Oui, c'est vraiment l'idée. Nous, en fait, c'est vraiment de raccourcir le cycle de la commande et de la fabrication, et on intervient sur des phases plutôt de petite série ou de prototypage dans le cycle de vie du produit. Donc, prototypage, petite série, maturité, jusqu'à 10 000, 20 000 pièces, c'est tout à fait dans notre cœur de cible et dans notre cœur de compétence. Ça peut être aussi après la grosse maturité et la croissance, on va dire, aboutie du produit,
Quand le produit devient en déclin vers la fin de son cycle de vie, là on revient aussi puisque les séries sont plus petites et il peut y avoir aussi des sujets de maintenance où on fait de la commande à la demande. Donc on externalise, je veux dire le client externalise sa production et même son stockage chez nous puisque sur des petites productions, des petites séries, on réintervient plutôt qu'il ait à stocker pendant des dizaines d'années des pièces chez lui jusqu'à la fin d'exploitation du produit. En termes de coût, c'est une solution compétitive. À quelles conditions ou pour quel type de besoin? C'est une solution compétitive quand vous êtes pressé, quand vous êtes en mode pompier, et c'est souvent le cas dans l'innovation, puisqu'il faut qu'on aille vite pour être le premier sur le marché. Il faut qu'on aille vite parce qu'il s'est avéré que le concurrent avait eu des idées similaires et qu'il faut vite se diversifier. C'est effectivement le cas aussi quand on travaille beaucoup avec nos clients en itération. Alors, un de nos gros clients, par exemple, aux États-Unis, c'est SpaceX. Et SpaceX, forcément, chaque pièce qui est envoyée dans l'espace est détruite. Et c'est grâce aux données de ce test que SpaceX continue à innover et à produire différemment, à adapter ses pièces. Et c'est grâce à ça, effectivement, sur la petite série, qu'on peut progresser. On parle beaucoup de numérique, on parle beaucoup d'envoi de fichiers en automatique. Est-ce qu'il y a quand même une relation humaine avec vos collaborateurs ou le client envoie sa pièce et reçoit la pièce fabriquée? Exactement. Ou est-ce qu'il y a quand même du conseil un petit peu ça, c'est le cas rapide et on va dire idéal si tout se passe bien, mais dans l'innovation et dans l'industrie, et c'est pour ça qu'on est présent sur ce salon, on a besoin de connaître aussi les besoins des clients, de s'adapter à leurs besoins, d'être en conversation force de conseil. Et donc effectivement, nos ingénieurs d'application, nos ingénieurs de production, nos chefs de projet sont là pour assurer pendant toute la production du produit et du projet d'être en lien avec le client, puisqu'il y a aussi pas mal d'interventions à faire sur des projets complexes dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le médical, dans l'électronique. On s'adapte et on fait améliorer et on fait s'adapter le produit pendant sa conception. Donc c'est-à-dire que je suis client, j'envoie mon fichier, vous me mettez une alerte en me disant attention, il y a cette pièce-là qui va pas. Vous me rappelez en disant comment on peut optimiser cette pièce. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Et sur alors soit c'est effectivement vous êtes très pressé et vous attendez impatiemment qu'on vous fasse l'analyse et que l'alerte apparaisse sur votre email pour aller consulter ce qu'on vous recommande. Ce sont nos ingénieurs et nos commerciaux qui appellent directement le client en faisant des recommandations. Et souvent, ces recommandations évoluent parce que le client a aussi autre chose à proposer ou par rapport à l'usage, par rapport au produit final, par rapport aussi au cahier des charges que lui, il a avec son client final. On fait évoluer le produit, on fait évoluer le projet pour être sûr qu'on puisse répondre aux besoins du client. On essaie d'imaginer un petit peu vos unités de production à Birmingham, par exemple. C'est un immense site rempli de machines qui tournent toutes seules. Vous avez poussé l'automatisation dans le numérique jusque dans l'atelier de production. Oui, puisqu'effectivement, c'est le software qui envoie directement les instructions pour utiliser au maximum les capacités de nos machines. C'est exactement le cas en usinage. Il y a très peu d'intervention humaine, voire quasi pas. Par contre, en injection, les réglages sont beaucoup plus précis, sophistiqués et doivent être monitorés assez régulièrement. Et là, on a plus de personnes. C'est également le cas sur la 3D. Ce sont plutôt des usines, on va dire, désertes, avec peu d'intervention humaine, si ce n'est pour la maintenance ou pour un dépannage. Oui. Est-ce que le recours à la fabrication numérique, donc externalisée numérique, peut convenir à des entreprises soumises à des contraintes particulières? Je pense par exemple à des contraintes de qualité, de certification, de labellisation des pièces et de confidentialité. Oui, bien sûr. On travaille principalement, comme je vous disais, au cœur des projets d'innovation de nos clients. Donc la confidentialité est un maître mot. Nos équipes légales et les équipes légales de nos clients se mettent bien sûr d'accord avant tout partage d'informations pour que, quel que soit le projet, quelle que soit l'étape
pendant le projet, les informations soient gardées confidentielles. Et d'autre part, on est certifié comme la plupart de fabricants en plastique ou en métal, en termes ISO 9001, 14001, pour répondre aux cahiers des charges qui sont effectivement de plus en plus sérieux et de plus en plus costauds de la part de nos clients et de leurs clients finaux à eux. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que votre métier est plutôt celui de la pièce unique ou de la toute petite série. Vous avez acquis une entreprise, je crois, récemment, en 2021, c'est l'entreprise Hubs. Exactement. Avec l'ambition de monter en volume sur de grosses séries. C'est-à-dire que c'est un modèle qui peut être dupliqué, reproduit pour de la commande de grosses séries. Exactement. Et donc c'était un pari assez osé à l'époque, puisque c'était l'achat d'un business model complètement différent, puisque nous, nos usines sont en propre. Donc toute l'expérience est par le e-commerce, mais les usines sont en propre. Donc on maîtrise complètement notre chaîne de production. Et donc Hubs propose un business model différent, alors identique parce que c'est du e-commerce, mais différent parce que les moyens de production sont externalisés sur des injecteurs, enfin des fabricants, on va dire traditionnels, qui ne sont pas en propre. Donc c'est un réseau, mais là désormais les capacités de production et même les spécifications de production sont à l'infini. On n'a plus du tout de contraintes, puisque dans notre réseau de partenaires, on a plus de 200 partenaires qui sont en mesure de produire de la très grande série sur des capacités ou des spécifications qui sont encore plus précises que ce que nous on peut faire, puisqu'on est sur un marché plutôt de niche dans le prototypage. Et ensuite, on avait cette frustration de ne pas pouvoir accompagner nos clients ou de les accompagner que jusqu'à un certain niveau, et de finalement perdre le contact avec nos clients pendant la maturité de leurs produits. Et donc désormais, avec l'intégration de cette entreprise Hubs, on peut accompagner nos clients pendant toute la phase et tous les cycles de vie du produit. Ok, merci pour cette explication sur cette solution de production industrielle. Elle suscite quand même quelques questions sur ce qui va se passer demain. Donc je donnais la parole à Olivier là-dessus. D'abord peut-être Olivier, avant que tu poses une question, que t'inspire ce mode de fonctionnement, ce modèle économique un peu atypique, ou en tout cas qu'on n'a pas l'habitude et cette automatisation qui est hyper poussée pour le coup. Le gros intérêt, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur l'innovation. Aujourd'hui, en général, les startups sont bloquées sur la partie prototypage, le prototypage physique. Sur une startup qui fait du développement web ou du développement d'IA ou de tout ce qu'on peut imaginer qui est numérique, ça pose pas de problème pour prototyper. Mais aujourd'hui, on a une grosse problématique en disant je veux faire un device, je veux faire un composant physique, et comment je fais pour le faire. Et comme vous disiez, le côté rapide de le faire pour que ça soit quelque chose qu'on ait demain, puisque c'est dans l'innovation, il faut que ça aille vite. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de réseau pour le faire. Et je pense que votre solution peut être intéressante. Il y a du Fab Lab, mais bon, là, on est sur du Fab Lab industriel à grande capacité, quoi. Ce qui m'interpelle beaucoup aussi, moi, c'est le choix entre les différentes technologies et comment à partir, si on veut faire un micro comme celui-ci, je vous donne ce micro-là en 3D, et comment on choisit. Il y a une pièce qui va être faite en fabrication additive, une pièce qui va être en tôlerie, une pièce qui va être en usinage. Comment on arrive à décomposer toutes ces pièces-là et comment on arrive à les fabriquer? Alors, on est exécutant. Donc, effectivement, on suit la demande du client. On est force de proposition également, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Mais pour reprendre l'exemple que vous preniez du micro, souvent en phase de prototypage, on peut avoir des startups, comme vous le disiez, ou des grands groupes. On travaille aussi bien avec des startups. On parlait de Meanwhile tout à l'heure, qui était avec vous sur le plateau. On a travaillé avec eux quand ils étaient que 5 ou 6, il y a quelques années. Et effectivement, là, c'était de la demande 3D, en essayant par itération de trouver les bonnes pièces, les bons volumes, les bons modules. Et donc là, on est plutôt sur de la 3D. Ensuite, quand on est en phase plus de croissance et de petites séries, on bascule sur de l'injection. Et ça, c'est le cycle, on va dire, classique de la
de la maturité de produit. Mais on peut très bien imaginer sur des groupes, on va dire, voilà, bon, je parlais par exemple d'Airbus, avec qui on travaille pas mal sur tout ce qui est les drones, avec potentiellement des passagers dans le futur. Et donc eux, c'est tout de suite sur de l'injection, parce qu'ils ont déjà des moyens en propre en interne, où ils ont, avec leurs imprimeurs en interne, fait ce qu'ils avaient envie de faire en termes d'innovation et de prototypage. Et ensuite, on bascule en injection sur la petite série. C'est intéressant de noter que vous nous avez donné des exemples de PME, PMI. Exactement, et de grands groupes internationaux. Tout le monde est susceptible à un moment ou à un autre d'avoir recours à cette solution. Oui, l'innovation est partout, hein, donc, et heureusement, et elle est souvent même plus chez les petits, les startups qui doivent justement, qui n'ont pas les moyens de s'équiper et qui doivent aussi courir après le temps pour lever des fonds, montrer que leur projet fonctionne, que leurs idées fonctionnent. Et c'est effectivement avec des montages comme les nôtres qu'ils peuvent voir le jour. Et Meanwhile était vraiment un bel exemple. Olivier, peut-être pour terminer sur d'une part l'IA, d'autre part l'avenir de l'industrie. Tout à l'heure, vous m'avez interpellé quand vous avez dit les devis sont générés par IA. Qu'est-ce que vous entendez par devis générés par de l'IA et comment ça fonctionne ? Alors on a deux types de devis. Donc chez Protolabs, c'est vraiment des devis générés par la force de notre software et par le développement apporté par nos ingénieurs. On a bien sûr accumulé depuis 20-30 ans un savoir-faire sur ces softwares pour générer le devis le plus juste et le plus rapidement possible. Et l'intelligence artificielle, elle intervient chez Hubs, notre filiale qui a été rachetée récemment, où là, c'est vraiment l'intelligence artificielle s'approprie et se nourrit de la multiplicité et de la quantité des devis et des demandes reçues. Et en fait, l'intelligence artificielle via les devis Hubs font que l'outil permet de suggérer le devis le plus pertinent. Et à 95% du temps, c'est celui-ci qui fonctionnera et que le client choisira. Et c'est cet échange-là qui est nourri. Et peut-être que je parle un peu science-fiction, mais c'est le but. On est là aussi pour se projeter. Et effectivement, d'associer ces deux entreprises. Alors pour l'instant, c'est pas le cas, mais il y aura peut-être à court terme ou à moyen terme l'ajout d'un software puissant et de l'intelligence artificielle pour être encore plus en réponse rapide de nos clients. Et ça, c'est des solutions que vous développez en interne ou vous externalisez ces développements non, ils sont tous des en algorithmes interne. l'IA. Ouais. Donc vous avez dans les 20 000 personnes. Non, 2000. 2000 on a effectivement vous avez une équipe, 120 développeurs effectivement qui bossent là-dessus. Qui bossent sur les algorithmes. Sur notre siège à Minneapolis. On finit en 2 mots. Romuald Chasseur, si vous voulez bien. C'est l'industrie de demain. Oui, enfin, je pense qu'on est déjà demain, hein, on est déjà dedans. Alors le 5.0. Non, là on est aujourd'hui. Voilà. Le 5.0, je ne sais pas si ça arrive bientôt, mais en tout cas, on voit tous les médias et tout le monde est curieux de l'intelligence artificielle et des outils connectés, des instruments connectés. Donc nous, nos instruments connectés, ce sont effectivement nos usines, notre force de production. Et c'est grâce à ça que effectivement l'innovation, à nouveau le maître mot, et l'innovation et la rapidité de solutions qu'on apporte à nos clients. Et je pense que c'est comme ça que l'innovation continuera, et c'est ça qui fait que on est dans le 4.0 encore pour un petit moment. Hein. Romuald Chasseur, directeur commercial de Protolabs France. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur le plateau télé de Business Industrie. Et merci à Olivier Schimpf d'avoir été mon complice pour ces interviews. Ce matin, Olivier Schimpf, directeur technique de Robotics Valais. Bonne journée et bon salon. Bonne journée et bon salon à tout le monde. Merci.